Parce que nous, on est différents de toutes les autres entreprises. Et là, en ce moment, ce que je comprends, Luc, c'est ça. Comme tout le monde est un flocon de neige, hein, on peut juste simplement tasser la science puis faire ce qu'on veut. On va avoir raison, non? Moi, ce qui m'horripile plus que ça, c'est des décisions qui sont prises sur des intuitions, puis après, on va chercher à travers la montagne d'études qui existent, l'étude qui pourrait laisser croire que notre décision est intéressante. Eureka! Voilà une étude bidon qui semble pouvoir suggérer que j'ai raison, puis c'est elle qu'on met de l'avant devant les Kodak. Chers pirates, je vous souhaite un excellent vendredi. Ça va en être un pas pire. Aujourd'hui, on a un invité, puis tout qu'un, Luc Lapointe. Luc Lapointe, ça fait comme 2 ans qu'on se dit, voudrait bien faire cet épisode-là. Ouais, puis on est rendu là. On est là. Bonjour Lapointe, tout le monde, merci pour l'invitation. Hey, on s'est rencontrés, je pense, entre autres sur LinkedIn, hein, parce qu'on est les deux pas mal actifs là-dessus, ce bébé-là. Puis tu es un conférencier, un formateur, vulgarisateur, mais le plus important, c'est surtout vulgarisateur scientifique. Tu as fondé ta propre petite firme, dans le fond. Ouais. Scientifix, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça fait de la vulgarisation puis de la formation. Non. Grosso modo, Scientifix, ben, c'est vraiment ça pour vrai. C'est la formation de la conférence. Mais surtout, en fait, ce qui nous distingue, c'est que toutes nos conférences et nos formations reposent sur des synthèses de connaissances scientifiques. Donc, quand on propose une piste de solution ou quand on explique un phénomène, on ne se base pas sur des intuitions ou sur des expériences personnelles. Tu sais, ça a une valeur, là, les intuitions, puis les expériences personnelles, on va pas dénigrer ça. Excepté qu'il y a quand même une certaine plus-value, à savoir que la bonne pratique qu'on met de l'avant a été testée auprès de milliers d'organisations à travers le monde avec des méthodologies rigoureuses par des personnes qui n'ont pas d'intérêt caché ou privé derrière ça. T'sais, on est capable de savoir, ben ça marche pour telle et telle raison, validé avec des chiffres à l'appui, puis ça marche moins bien, puis ça, c'est une fausse bonne pratique qui semble logique, mais qui offre des résultats désastreux. Puis, dans le fond, c'est précisément ça qu'on essaye d'éviter parce qu'il y a plein de pratiques qui ont de l'air logiques, mais qui, quand on les teste en laboratoire, on se rend compte que la réalité sociale est plus complexe que ce qu'on pensait. Oui, mais ça offre des mauvais résultats. Parce que nous, on est différents de toutes les autres entreprises. Tu vas l'entendre faisant un agiliste, hein? C'est bien. C'est correct. Il y a des quirks. Tout le monde est différent, mais tout le monde est pareil. Okay, tout le monde est un joli flocon de neige. Les entreprises aussi. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas partie d'une société où il y a bien les autres entreprises qui sont comme vous autres, puis il y en a qui ont essayé des choses peut-être plus intéressantes basées sur la science ou pas. Et là, en ce moment, ce que je comprends, Luc, c'est ça. Comme tout le monde est un flocon de neige, hein, on peut juste simplement tasser la science puis faire ce qu'on veut. On va avoir raison, non? Ben, il y en a qui pensent comme ça, on dirait, mais tu sais, ben c'est ça, je sens le sarcasme typique à GoPirate qui... Ouais, non, mais c'est correct, regarde, moi j'en profite aujourd'hui, c'est comme l'arène libre, là, tous les coups sont permis ou à peu près, mais tu sais, si tu veux l'arrière de la médaille de ma pensée, mettons, je te dirais que ça ressemble pas mal à ce que tu dis là, puis moi je vois même des choses qui m'horripilent encore plus que des décisions qui font abstraction de la science, là, parce que, tu sais, des fois, on peut pas tout savoir, puis on peut pas tout valider, là, des fois, il faut en prendre puis en laisser. Moi, ce qui m'horripile plus que ça, c'est des décisions qui sont prises sur des intuitions, puis après, on va chercher à travers la montagne d'études qui existent, l'étude qui pourrait laisser croire que notre décision est intéressante. Puis évidemment, dans le processus de recherche, on fait comme « Ah non, elle a dit le contraire. Ah non, encore une autre qui dit le contraire. » Puis là, on passe toute la ligne d'études qui disent le contraire. Eureka! Voilà une étude bidon qui semble pouvoir suggérer que j'ai raison, puis c'est elle qu'on met de l'avant devant les Kodak. Dans un contexte complètement différent du nôtre. Ouais. Je vais aller mettre sur ma feuille de temps 3 semaines... tu sais, comme, je vais 40 heures, billet de confirmation.
Ouais, tu sais, c'est un peu ça. Puis tu sais, si tu vas aller jusqu'au bout de la logique, tu dis, ben, selon une étude de Harvard, puis tu sais, dans le fond, c'est parce que tu te rends compte que quelque part dans l'étude bidon que tu as trouvée, il y a quelqu'un qui a cité une source de Harvard Business Review. Tu sais, puis juste, mais cette instrumentalisation-là, elle existe. Ça m'horripile parce qu'en fait, on fait exactement l'inverse de ce que la science devrait être. C'est-à-dire que la science doit nous donner des faits sur le monde pour qu'on soit capable de prendre des décisions éclairées à partir de ces faits-là et non pas justifier des décisions qui ne reposent pas sur les faits pour se donner de la crédibilité à partir de la science. C'est littéralement de l'instrumentalisation. Puis je trouve ça dégueulasse pour être. Quand c'est fait de façon stratégique, là, je trouve ça. Des fois, c'est vraiment vouloir flouer le monde. Ouais. Mais des fois, c'est stratégique parce que tu veux avoir raison. T'sais. En tout cas, enfin. Oui, mais ton objectif, c'est pas de servir l'autre personne. Ton objectif, c'est de te servir toi-même en mentant à l'autre personne. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est une fort belle discussion. On va. On est parti, je pense. Ouais, on est parti. On va refocuser un peu plus le sujet, hein, parce que le sujet que les gens ont cliqué en ce moment sur la chaîne YouTube ou Spotify, c'est ce que la science dit sur le télétravail. Tan, tan, tan. Je peux pas croire qu'on a encore un débat qui fait rage là-dessus depuis la pandémie. Je peux comprendre que ça soit encore au cœur des discussions parce que je pense pas que il n'y a pas une formule qui va marcher pour tout le monde. Il y a des différents environnements de travail. Tu peux pas télétravail dans un garage. Tu peux pas. Who knows? Mais toujours est-il que le télétravail, c'est quand même ça qui a sauvé un paquet d'entreprises pendant la pandémie. Et la seconde que ça ne nous sert pas comme on veut, poubelle. Hein? Là, ça fait encore les nouvelles. Hein? Contre. Il n'y a pas un entre-deux, n'est-ce pas? Hein? Il y a les gens qui sont pour dans les nouvelles, il y a les gens qui sont contre. Et je vais te dire un secret, Luc. Les gens ont la perception que Go Pirate, on est des extrémistes du télétravail. Ah, vous ne l'êtes pas? Rien n'est plus faux. On est bien plus dangereux que ça. On est pro-choix. Ça sous-entend que les employés ont peut-être la capacité de s'organiser tout seuls. Mais oui, on est pro-choix, nous autres. Mon agent vient de me dire qu'on doit mettre fin au podcast. Je dois m'en aller. C'est bien trop subversif pour moi. Je le sais. Fait que le plan aujourd'hui, mon cher Luc, on va regarder, high level, qu'est-ce que la science dit sur le télétravail pour tout de suite, comme, je scratch the itch, là. Ensuite, j'aimerais ça qu'on parle des recherches elles-mêmes parce que c'est comme tu disais, tu peux avoir un paquet de recherches qui disent n'importe quoi. Fait qu'on va creuser un petit peu, c'est quoi les paramètres de la recherche qui disent ce que c'est dit sur le télétravail. Les effets qui sont mesurés, hein, positifs ou négatifs. Puis, on parlait tantôt du débat public, le fait que c'est très polarisé, etc. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu aussi, donc, qu'on observe un peu ce qui se passe dans les médias ensemble, qu'on puisse commenter, dans le fond, avec d'autres petits points de vue. Les tiens qui sont scientifiques, les miens qui sont cyniques. Ça te va-tu? Si tu savais à quel point je me retiens pour parler depuis tantôt, t'as popé à peu près 5 points d'exclamation dans ma tête, mais on va y aller. Vas-y. Bon, j'ai bien hâte d'en jaser. Donc, avant de s'englober dans le rabbit hole et de peut-être ne plus jamais être capable d'en sortir, un petit rappel que cet épisode est rendu disponible et possible grâce à nos fans Patreon. Donc, on va faire un petit tour sur patreon.com/GoPirateCanada. Donc, ça nous permet d'avoir un accès à notre Discord, plein de monde qui sont en télétravail ou pas. Et juste avant de te donner la parole, parce que je sais que ça va être difficile de t'arrêter, on va regarder un petit message de notre sponsor. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions Informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours.
On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. Sale publicité d'hypocrite. Bon. OK. C'est le temps, là. C'est le temps. OK. Qu'est-ce que ça dit, la science, sur le télétravail, en gros? Ben, ça dit beaucoup de choses. Je t'écoute. Tu veux que je... je pensais que j'étais juste là pour répondre short and sweet. Je te donne toute la place. Écoute, c'est déjà... il faut déjà mettre de quoi au clair. C'est qu'on est présentement in vivo dans une forme de révolution. Hein. Fait que, tu sais, les données, ils changent. La perspective ou l'approche qu'on utilise pour étudier le télétravail se raffine. Et donc, on commence à avoir des résultats qui, justement, se peaufinent et tout. Donc, on est en train de développer notre connaissance sur le sujet. Grosso modo, c'est du work in progress. C'est du work in progress solide, in vivo, dans un environnement complexe et éclaté. Parce que ce qui se passe en télétravail ici, dans une entreprise de TI, ça sera peut-être pas la même chose que ce qui se passe en Chine, par exemple. Donc, on est en train de tout comme dépoussiérer ça. Okay. Grosso modo, ce que le télétravail, on a sur le sujet, c'est que ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Mon Dieu, tu nous aides, là? Mais écoute, je suis là pour vous servir. et en fait, c'est pas étonnant quand tu y penses. Le télétravail, c'est un outil. Puis c'est un mode de travail. C'est comme un marteau, je le dis tout le temps, mais je le rappelle. Avec un marteau, tu peux construire une maison, tu peux détruire une maison, puis tu peux te cogner sur le pouce. Ça dépend de la façon dont tu utilises ton outil. Ben, le télétravail, c'est un peu la même chose. Tu l'as dit depuis le départ, il y a des emplois qui, ça ne donne pas au télétravail, ça ne fonctionnera pas, comme placier de cannes de conserve dans une épicerie. Tu ne peux pas faire ça en télétravail, il faut que tu sois là. Même chose pour infirmières, etc. Bon. Ouais. Il y a des emplois où le télétravail s'applique parfaitement. Par exemple, des gens qui vont faire du cold call ou à la rigueur même des gens qui vont faire du débogage technique, qui ne développent pas de logiciel. Eux autres, ils font juste du travail individuel puis ils servent de support technique à des usagers. Ça support au téléphone, support à la clientèle, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, ou le chat, là, tu sais, quand tu écris parce que ta plateforme est plantée puis que c'est mieux de ne pas avoir personne, ben, ça s'applique très bien. Puis entre deux, là-dedans, ben, t'as comme un continuum. Là, tu sais, y a des gens qui font des métiers où ils font un travail individuel qui nécessite pas de collaboration à certains moments donnés, puis ils font du travail d'analyse, du travail de fond. Ben, dans ce cas-là, ces personnes-là vont gagner à avoir un environnement qu'ils peuvent contrôler, hein, ce qui est souvent le cas à la maison. Puis, parce qu'on n'a pas les discussions de couloir, on n'a pas, tu sais, on est capable de se concentrer dans notre environnement avec notre setup à nous autres. Ben, dans ce cas-là, ça offre des très bons résultats. Parce que ça limite les distractions, ça permet d'avoir l'environnement contrôlé. La personne fait des économies de temps puis d'argent, elle a plus de flexibilité sur son horaire. Dire que si la personne est bien intentionnée, ben si elle est malade le matin, ben ça lui donne des avantages parce qu'elle peut se reposer puis revenir au travail quand ça lui donne bien. Il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, ça peut être... C'est tout qu'un avantage en plus. Là. Je regarde le prix du gaz en ce moment. Là. Okay? Oui, tout à fait. Moi-même, j'y ai goûté. Hein, avant, je vais réaliser 40 heures par mois de transport avant. C'est impensable pour moi aujourd'hui. Là. C'est de l'argent. J'ai porté mon fils à l'école, il faut que j'aille y chercher. C'est de l'argent, c'est du temps. Ouais. Puis, tu sais, il y a quelque part, puis j'en ai parlé à beaucoup de gens, il y a beaucoup aussi de ressentiment c'est du temps que je pourrais passer avec ma famille, puis il y a quelqu'un unilatéralement qui va m'en empêcher. Ouais, qui va décider que c'est bon pour moi. Ouais, ben là, c'est ça. Là, après ça, il y a beaucoup de ressentis négatifs. Mais là, t'es en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Je ne fais que ça.
Ma face a disparu. Je ne suis pas un fantôme, c'est parce que j'ai un Non, green non. screen. Ok, la note est dite. Et tu vois, pour revenir à la question de base, après ça, on pourra revenir sur le ressentiment. Mais tu sais, c'est clair qu'il y a des emplois pour qui le télétravail, ben, ça peut être moins intéressant. Ben oui. Par exemple, si tu fais, je sais pas moi, des interventions sociales avec des gens qui ont besoin d'aide. Ça peut se faire à distance, mais souvent la relation humaine est importante. Mhm. Des organisations qui parient beaucoup sur la R&D, par exemple, où ils font beaucoup de brainstorming, où ils ont beaucoup de rencontres rapides à faire pour des dossiers importants où l'information transige rapidement, surtout si c'est des supports physiques ou quand Ouais. on a besoin de coaching technique, par exemple, pour montrer à quelqu'un comment un ordinateur fonctionne ou une plateforme fonctionne, etc. Ben, c'est sûr que le présentiel a ses avantages aussi. Ça, tu sais, on peut pas le nier. Donc, étant donné que le télétravail et le présentiel sont des outils, ben, pour que ça soit efficace, ben, il faut être capable de savoir pourquoi est-ce qu'on les utilise. Ah, C'est quoi mon. nos objectifs avec tout ça? Il faut le faire de façon stratégique. Puis il faut adapter les modes de gestion en fonction de nos objectifs à atteindre, en fonction de l'outil qu'on utilise. Parce que j'ai pas besoin de rappeler qu'avec une scie, tu peux aussi construire une maison en partie. Là, ça va être emboîté. Mais écoute, ça peut marcher. Tu peux construire une maison avec un marteau aussi. Tes bouts, ils vont être plus paf paf, mais ça peut se faire aussi, OK? Donc, on réfléchit à notre objectif en fonction de nos outils qui sont disponibles. Après ça, on crée une stratégie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études présentement qui parlent que le meilleur mode, c'est l'hybride. Ben oui. Quand c'est bien géré. Parce Oui, que parce quand que t'as... ouais. La critique numéro un, c'est ben, c'est parce que je fais Ben, c'est ça. du téléprésentiel. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Parce que c'est pas géré, parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière tout ça. Puis il y a des entreprises qui disent, ben, c'est 2 jours au bureau, 3 jours par semaine au bureau minimum, mais il y a rien derrière ça. Ouais. Puis celui qui est au Saguenay, lui, par exemple, il n'a pas besoin de se pointer, c'est correct. Fait que tout le monde va être sur Teams pareil. Ouais, là, ben là, là-dessus, je peux pas trop m'avancer parce que, tu Non, sais, il y mais a des... moi, je peux Ouais, toi, m'avancer, Luc. On voulait oui, avoir les avantages du télétravail pendant la pandémie. On a engagé Bob au Saguenay. oui. Comprends-tu? Mais Ben, non, mais on ce veut que pas je les veux dire, désavantages. On veut juste les avantages. là, Olivier, fais comme moi, prends ta camomille, là. Mais, non, mais ce que je veux dire, parce que je peux pas m'avancer, c'est qu'évidemment, j'ai une opinion, puis tu sais, je suis sur Go Pirate, fait que je vais la donner, mon opinion. C'est juste que ce que je veux dire là-dedans, c'est que des fois, je vois des syndicats qui disent, tu sais, ils veulent avoir accès au télétravail, ils veulent pas qu'on leur enlève. Mhm. Puis quand l'employeur, il dit, OK, mais tu sais, on va permettre aux gens qui sont à distance, comme de longue distance, qui ont été engagés pendant la pandémie, à continuer à bénéficier du télétravail. Puis là, il y a des syndicats ou des groupes de défense des droits des employés qui sont en disant, ouais, mais tu sais, c'est injuste. Puis j'ai comme, à un moment donné, il faut aller dans le même sens, tu sais, puis ce que le télétravail offre, c'est de la flexibilité. Ben oui. Là, après ça, c'est à toi à gérer tes règles internes pour être capable de profiter de cette flexibilité-là, puis de gérer tous les sentiments d'injustice potentiels qui peuvent comme découler de ça. Mais ça demeure une option stratégique à penser. Puis il faut que tu réfléchisses aux impacts que ça va avoir pour le fonctionnement de ton organisation, pour les perceptions des employés, tout ça, il faut que tu réfléchisses à ça pour arriver avec un plan qui fait du Ouais. sens, puis que tu mets en place, puis qui t'explique, puis idéalement que tu co-construis avec les employés eux-mêmes, puis qui considèrent que c'est justifiable et justifié. Absolument. Et tu sais, puis je pense que ça doit être. Puis là, on est encore en high level, by the way. Je pense que ça doit être, tu sais, quand même important qu'on essaie de voir c'est quoi l'impact qu'on veut avoir en permettant de télétravail ou en faisant de l'hybride, par exemple, en allant quelques jours au bureau. Quel impact Ouais. qu'on veut avoir? Parce que, tu sais, c'est ça, il y a des gens qui disent, moi, j'allais au bureau pour faire du team, je peux faire du team chez nous. Il y a Exact. plein d'avantages, mais il y a des gens qui en profitent. C'est ce qu'on faisait chez mon dernier client. On va au bureau, c'est notre journée de meeting. C'est ça. On est fini, on s'en va, puis on fait des affaires chez nous. Et cette journée-là, je vais être super honnête avec toi, je l'aime.
Mais ça. J'ai du fun avec eux autres. C'est ma journée que je sors. Je suis un petit peu brûlé après parce que je suis un introverti, mais who cares? Ça m'apprend. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Puis après ça, ben, on fait nos trucs chacun de notre côté. Puis ça arrive des fois qu'on voit plus de valeur à aller un autre jour ensemble au bureau. Puis c'est ce qu'on fait. C'est ça, exactement ça. Là, c'est l'exemple parfait d'une utilisation stratégique de la distance puis des bureaux. Puis tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une méta-analyse, pour faire bref, là, une méta-analyse, en fait, c'est quand on regroupe la très grande majorité des études qui portent sur un sujet. Puis là, on évalue la validité des études, on garde les meilleures, puis après ça, on rassemble les résultats ensemble comme si c'était une seule étude. Ça nous permet d'avoir le consensus scientifique sur l'impact d'un phénomène. Puis l'impact du télétravail, lorsqu'on le compare au présentiel, sur la productivité, la collaboration, l'innovation, etc., l'impact du télétravail, quand on le compare en présentiel, est de 0. OK? Donc, le télétravail en soi n'a pas d'impact là-dessus. En fait, il y aurait un léger impact positif, mais c'est genre statistiquement non significatif. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un avantage potentiel positif, mais on n'a pas assez de données pour le confirmer, malgré le fait qu'on déborde de données. OK. Mais tout ça pour dire que ce que cette étude-là montre, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde l'ensemble des entreprises qui font du télétravail, puis que je les compare avec l'impact au bureau là, ben, la moyenne est de 0. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont avoir une augmentation de productivité excessivement importante, d'autres que ça va être excessivement négatif. Fait que dans la moyenne, c'est 0. La raison derrière tout ça, c'est que où c'est important de mettre l'accent pour avoir des résultats, c'est sur la façon dont on utilise le télétravail. Oui. C'est-à-dire que quand le télétravail est bien géré, paf, ça l'augmente. Quand c'est mal géré, paf, ça diminue. Fait que quand on prend le global de tout ça puis qu'on le poule ensemble pour faire une moyenne, ben évidemment, ça montre qu'il y a des entreprises qui le gèrent mal puis des entreprises qui le gèrent bien. Une chance que la science est là pour nous dire que si vous faites bien ça, puis vous exagérez pas, ça va peut-être être pas pire, puis si vous faites ça du croche, ça va être de la merde. Hey, c'est quoi? Une chance, parce que le message, il passe même pas. Non, mais... OK. C'est vrai. J'aimerais ça qu'on fasse un peu de la méta-discussion là, sur la recherche. Hein? Parlons de recherche sur la recherche. Oui. Et la qualité de la recherche sur le télétravail. C'est quoi ces genres des études-là? Est-ce que c'est sérieux? C'est-tu juste des sondages d'opinion menés par des firmes RH qui ont peut-être intérêt ou pas à avoir du présentiel? Comment on fait pour savoir quelle étude est bonne? Je te donne un exemple. J'ai fait des recherches moi-même. Gallup sort des chiffres super intéressants, mais Gallup, c'est une étude. Et Gallup dit l'engagement est plus élevé en télétravail, mais le bien-être peut diminuer parce des fois, on travaille trop en télétravail. Tu comprends? On est dans notre chez nous, puis ça arrive que la santé mentale prend le bord. Et c'est une étude. Et comment on s'en sort avec tout ça, tu sais? Ben, écoute, ça dépend à quel niveau tu te situes, là, moi, je trouve que déjà Gallup, c'est intéressant plus que bien d'autres sources, là. Un site web que personne ne connaît, genre? Ouais, ou tu sais, mettons, j'ai vu un rapport, par une grosse entreprise, mettons, que je nommerai pas, là, Cisco. Puis, excuse-moi, ça me gratte dans le gorge. Cisco. Puis, c'est ça, eux autres, ils arrivaient avec des chiffres assez surprenants, mettons, sur plein de trucs. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que cette compagnie-là vend du matériel informatique, puis qu'elle a comme un objectif pour aller dans cette direction. Puis, j'ai fait une analyse de leur analyse. Puis, ben, tu sais, je veux dire, les billets étaient importants, là. Tu sais, comme mettons, ils faisaient une analyse des coûts que ça prenait pour aller essayer de voir combien ça coûtait à des télétravailleurs pour aller travailler. Puis dedans, ils intégraient le coût de la garderie, tu sais, des petits trucs comme ça. Mais c'est parce que, tu sais, de moi des télétravailleurs qui n'envoient pas leurs enfants à la garderie. Oui, c'est sûr. Ça prend, il y a un peu de tout, là. Fait que c'est difficile de faire tirer une ligne qui.
La majorité des télétravailleurs envoient leurs enfants en garderie, là, ce qui veut dire que le coût de la garderie, tu vas le payer si tu es en télétravail ou si tu travailles en présentiel. Ben voilà, c'est ça, il faut que tu travailles. Je veux bien, là, moi, qu'on défende de quoi, mais à un moment donné, il faut en prendre et en laisser. Fait que, tu sais, oui, il y a des entreprises qui sont biaisées, puis une des premières choses à se poser comme question, c'est quel est l'intérêt de cette entreprise-là de me publier des chiffres, là? Exact. Puis après ça, ben là, tu peux avoir des firmes qui sont un peu plus indépendantes, comme Gallup, parce que Gallup, c'est une firme conseil. Puis Gallup, elle va être agile. Puis si c'était le présentiel qui était vraiment plus... Si c'était démontré que c'était le présentiel qui offrait les meilleurs résultats, Gallup aurait pu dire, ben écoute, on va développer notre plan d'action pour aider les entreprises à ramener les gens au bureau. Et puis là, si c'était le télétravail qui était démontré comme étant plus productif, ben il se serait reviré de bord, il aurait pris leurs consultants, puis il aurait dit développez-moi un plan de travail pour aider les entreprises à ramener ou à garder les gens en télétravail. Fait que ils sont pas pognés à vous être obligés de vendre de quoi. Ça, c'est pour des sondages. Sinon, ben, tu sais, évidemment, ce que moi je priorise, c'est des études qui sont publiées dans des journaux scientifiques. Par exemple, Human Resource Management, là, c'est des grands périodiques scientifiques qui publient des recherches menées par des chercheurs indépendants, en théorie, là, mais la majorité le sont probablement. Puis si on utilise ce genre d'études-là, ben, allez voir dans les conflits d'intérêts. Les chercheurs, normalement, sont obligés de marquer s'ils ont reçu des subventions d'une entreprise privée. Puis après ça, ben, c'est à vous poser la même question. Est-ce que l'entreprise privée travaille là ou là? Puis ça, c'est ce qu'on appelle des études primaires. C'est-à-dire que c'est une étude qui a été menée auprès d'un échantillon. Fait que Gallup, son sondage a été mené auprès de 1000 personnes. C'est une étude primaire. Ensuite, Gartner va avoir mené un sondage similaire auprès de 1000 personnes. C'est une deuxième étude primaire. Une étude publiée dans un journal scientifique, c'est une autre étude primaire. Moi, chez Scientifique, ce que je priorise, ce sont des synthèses de connaissances scientifiques. C'est-à-dire qu'on va rassembler toutes ces études primaires-là. On va analyser leur validité scientifique. On va regarder s'il y a des potentiels conflits d'intérêts dedans. On va regarder les études qui respectent les hauts standards de qualité. Puis ensuite, on va comparer les résultats de toutes ces études primaires-là pour arriver avec une synthèse, un consensus scientifique sur les bonnes pratiques de gestion. C'est pour ça que nous, c'est ce qu'on fait. Parce que s'il y a des biais qui se glissent dedans, parce qu'il y en aura toujours, parce que la majorité des études scientifiques contiennent des risques de biais, et il y a des conflits d'intérêts une fois de temps en temps, mais quand on les regroupe ensemble dedans, ben en fait, ils vont être pondérés, ils vont être limités par les résultats d'autres études. C'est pour ça que nous, on se base uniquement sur des synthèses de connaissances scientifiques pour éclairer les prises de décision. Très bien. Il y a ça qu'on regarde un petit peu les effets mesurés. Parce que les choses qu'on va regarder souvent, c'est justement la productivité, hein? Output, heure, satisfaction d'employés, satisfaction de la direction. Tu sais. On va regarder souvent la santé mentale. Tu sais, puis ça, c'est un débat que je trouve sain. Tu sais, est-ce qu'on est plus isolé? Est-ce que c'est vraiment un bon équilibre? Est-ce que ça ferait plus du bien de voir les gens? Ce que j'aime là-dedans, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, s'isoler, c'est pas normal pour un être humain. Fait qu'il faudrait aller travailler. For you! Non, mais c'est for you, ouais. Puis aussi, il n'y a pas juste le travail dans la vie. Tu sais, tu peux sortir après, avant. C'est souvent récupéré, justement, parce que moi, ça m'arrange. Fait que je vais dire comment ça m'arrange. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis ça, on en parlera par la suite. On n'est pas obligé d'alimenter le débat pour ou contre si on est capable de l'éliminer, le débat. Et ça, on en parlera par la suite. Tu sais, si le débat devient obsolète. J'avais jamais pensé, mais là, tu viens de triggerer quelque chose dans ma tête, là. Go pirate, man! Ah ouais! Attends, tant qu'à avoir la face qui disparaît avec le green screen, moi aussi, je m'étais apporté un couvre-chef. Ben, écoute, j'aime bien ton couvre-chef. Tu ressembles à Monkey D. Luffy, le pirate dans One Piece. Avec son chapeau de paille. Donc, productivité et santé mentale. Qu'est-ce que ça dit? Parce que productivité, tu sais, moi déjà, productivité, je suis même pas certain que c'est une bonne mesure. Là. Maurice aurait pu vous en dire quelque chose. Le nombre de tâches que tu fais, ça garantit zéro que ça a de la valeur. Hein? Je peux transporter une boîte d'une salle, une pièce à l'autre, puis personne n'a besoin de la boîte. Fait que j'ai été super productif. Hein? J'ai bougé ma boîte 125 fois aujourd'hui. Il faut que tu en aies besoin.
Tu comprends? Moi, je suis tout le temps un petit peu circonspect par rapport à la productivité. Ouais. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, partout, chacun. Les tâches qu'on fait, il y en a combien qui servent à sweet fuck all dans la vie? Qu'on fait parce que quelqu'un a demandé ça une année il y a 5 ans, puis on le fait encore. Donc, il n'y a pas une conversation sur la valeur de ces tâches-là. Mais mettons qu'ils ont de la valeur. Productivité. Coupe ça là, OK, parce qu'après ça, on ne va pas embarquer là. OK, coupe ça. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est une bonne question et une bonne remarque. Non seulement comment on la mesure, la productivité. Par exemple, il y a des logiciels de surveillance qui s'intéressent à combien de mots on tape à la seconde, genre, puis qui vont nous monitorer. Puis moi, ça me fait tout le temps penser à les plus vieux vont s'en souvenir, l'épisode où Homer Simpson est en charge de surveiller le power plant, puis il y a un oiseau qui balance tout le temps, là, puis qui fait juste taper sur Enter. Il fait juste Enter tout le temps. Puis, mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, j'ai bien beau taper 150 000 caractères à l'heure. C'est quoi que j'écris, là? Bon. Fait que ça, on peut tout le temps se poser la question sur comment est-ce qu'on mesure cette fameuse productivité-là. Est-ce que c'est au input, à le nombre de mots que je produis, ou est-ce que c'est au output? Qu'est-ce que je produis? Ou est-ce que c'est aussi le nombre d'heures que je suis assis devant mon ordinateur? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre façon de mesurer. On a tendance, à cause de notre ancienne façon de travailler, puis je sais que tu veux embarquer, mais là, je vais prendre la parole. Je m'affirme. Et tu sais, on a tendance, à cause de l'ancien mode de travail, à fonctionner à l'heure travaillée, parce qu'on voit la personne rentrer, punch sa carte à punch, va travailler en théorie, puis elle revient punch, puis elle a fait ses 8 heures. Puis ça, c'est super. C'est très. Ça fait plaisir au cerveau, ça. Parce qu'il a vu quelqu'un passer et dans sa tête, c'est réglé parce que la personne est passée, elle est allée dans son bureau, un peu comme dans une trappe à souris. Il n'est pas repassé devant moi. Donc, il doit travailler. Il est dans son bureau, affaires classées. À distance, le cerveau, ça le bug. Parce qu'il n'y a plus de contrôle sur la sortie du bureau. Fait qu'il se demande, ouais, là, es-tu rentré, es-tu pas rentré? Ça l'énerve, ça. Fait que ça y amène à se poser des questions sur si l'autre personne est là ou pas, parce qu'il l'a pas vu rentrer dans la trappe, puis il l'a pas vu sortir. Fait que il sait pas trop. Fait que ça amène à se poser des questions. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à ça. Puis tu sais, on parlait de bonnes pratiques de gestion tantôt. Ouais. Une des choses à prioriser en télétravail, ça serait de gérer au rendu. Donc, le management par le mot m'échappe, là, mais au rendu, là, on gère. La valeur générée. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ouais, puis, tu sais, tu gères pas le nombre d'heures, c'est géré par résultat, là. Donc, que tu aies rédigé ton rapport en 10 heures ou en 12 heures, je m'en fous un peu. Voilà. Pour moi, ça rentrait un peu dans les objectifs. On a estimé que ça allait prendre à peu près 12 heures, puis, te livrer. Fait que c'est la gestion livrable. Puis, pas juste pour l'organisation, donc ça enlève beaucoup de besoin de contrôler chez les gestionnaires cette peur-là de se demander si l'autre personne travaille ou pas, parce que au final, tu t'en balances un peu parce que tu sais que tu as une date de tomber le 12, mettons. Ouais. Ben, si ça tombe le 12, ben écoute, objectif atteint, puis j'ai pas besoin de me poser la question de savoir t'es où. Puis pour l'employé aussi, parce que des fois, tu sais, cette flexibilité-là, on peut se faire prendre à ça. C'est-à-dire que si j'ai l'avantage important, à mon avis, de pouvoir aller faire des tâches ménagères ou des tâches personnelles pendant que je travaille, par exemple, parce que je vais prendre une pause de toute façon, puis j'ai le cerveau toasté. Fait que tant qu'à ça, je vais aller acheter les bananes que j'ai besoin pour demain matin à l'épicerie, puis je reviens, puis tu sais, je calcule pas le temps, parce qu'on part pas avec un chronomètre, là. OK, j'ai arrêté de travailler, il était 10h32 et 40 secondes, je reviens de l'épicerie et 11h moins 3 et 22 secondes, puis là, je fais des calculs différenciés pour savoir combien de temps exactement ça m'a pris. Tu sais, on y va à peu près. Puis il y a certaines personnes qui se sentent coupables à travers ça pour différents biais cognitifs qu'on pourrait aborder plus tard, mais tu sais, ils se sentent coupables après parce qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs qui s'étaient fixés. Puis
Puis là, ils se demandent s'ils ont travaillé assez de temps ou s'ils ont procrastiné, etc. Donc, ils ont de la difficulté à savoir exactement combien de travail ils peuvent abattre pendant une certaine période de temps. Ce qui était beaucoup plus facile à faire au bureau avant parce qu'on rentrait à 7 heures puis on sortait à 4 heures. Fait qu'on savait. Tandis que là, ça devient éparpillé un peu. Il faut qu'on soit meilleur à s'auto-gérer. Puis tu sais, surtout peut-être repenser la façon dont on évalue ce qui est offert par l'employé, évaluer la façon dont on évalue la productivité. C'est-à-dire que si je commence à essayer de fixer des dates, puis je vais dire, ben, cette date-là, la tombée, ça va être cette date-là. Comment est-ce que tu as géré ton temps à travers tout ça? Je m'en balance un peu. Ça devient plus facile d'estimer notre capacité à produire certaines choses dans certains délais parce qu'on n'est plus en train d'évaluer à l'heure. On évalue par période plus globale un peu. Donc, on gère des attentes. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, on pourrait parler longtemps. Hein? Oui, bien, c'est sûr. J'avais trouvé un article qui disait, écoute, là, je ne sais pas d'où ils viennent les données, okay, mais je trouvais ça intéressant. C'est que quand on parle de la valeur du travail, il y avait fait des sondages parmi les gens qui étaient en télétravail, tu sais, à l'époque où c'était le confinement, c'était forcé, là. Ouais. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui, ben c'est ça, qui tondaient leur pelouse, qui faisaient leur linge, ils faisaient un gros souper sur les heures de travail et qui, faisaient l'amour sur le temps de job. Ouais. Mais ils s'en sont jamais rendus compte. Sais-tu pourquoi? Le travail était quand même fini. Ouais, mais tu sais, ça, non, mais ça, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est à quel point est-ce que tu as besoin de gérer la façon dont tes employés gèrent leur temps. Et on pourrait rentrer là-dedans, tu sais, j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que ce ne serait pas le seul podcast qu'on pourrait faire à ce sujet-là. Là. Tu sais, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que plus tu veux faire du micromanagement, plus ça l'engendre des émotions désagréables généralement chez les gens. T'as remarqué? Ouais, puis tu sais, moins sont intéressés à performer. Fait que plus tu rentres dans une espèce d'autoprophétie dans laquelle tu dis, ben écoute, regarde, il performe pas, fait que je fais bien de le micro-gérer. Fait que là, tu augmentes, c'est ça. Puis là, plus tu désengages les gens, moins ils performent, plus que ton autoprophétie se... Puis ça, il y a plein d'études là-dessus, tu sais, puis c'est super intéressant. Tu sais, ton affaire, tantôt, quand tu parlais de que les gens, ils font autre chose pendant le travail, mais tu sais, ça démontre un peu l'intérêt de gérer par objectif. Et non pas au input. Tu sais, c'est un argument qui revient souvent, ça. Tu sais, les terrains de golf sont remplis le mercredi après-midi, tu sais. Puis moi, ça me fait rire parce que les gens ils disent ça comme si c'était un désaveu du télétravail. Puis tu sais, dans ma tête, c'est comme waouh, mais tant mieux, en fait. Il y a une vie. De façon humaine, tu sais, juste de façon humaine en partant, effectivement. Là, les gens, tant mieux, sont capables de combiner travail et plaisir. Si les livrables sont là. Puis en plus, c'est plus que ça, c'est que les entreprises qui permettent de faire ça à leurs employés, qui leur offrent cette flexibilité-là, puis que les employés en profitent, imagine le perks pour eux autres. L'avantage en termes de recrutement est majeur. Ils attirent les meilleurs talents. Puis ces gens-là sont plus performants que les autres, n'ont pas besoin d'être micro-gérés. Parce qu'imagine-toi donc qu'ils sont au courant que c'est un gros avantage pour eux autres. Puis ils veulent pas la perdre, la job. Puis ils savent qu'ils sont en compétition avec d'autres personnes qui veulent avec cette job-là. Fait qu'ils ont tout intérêt à livrer. Puis quand ils vont jouer au golf, là, ben eux autres, ils savent qu'ils profitent de cet avantage-là. Fait que souvent, ils vont essayer de le timer dans des moments pour être capable de continuer à travailler ou de collaborer ou que ça nuise pas minimalement à leur travail parce qu'ils savent qu'ils ont tout intérêt à livrer à temps et d'offrir un travail de bonne qualité pour conserver cet avantage-là. C'est un privilège. Ouais, ça, là, on va être honnête, OK? On a beau être... J'ai pris mon micro comme ça, là, parce que je voulais dire, tu es en train de me dire qu'il y a des gens, pendant que tout le monde s'arrache les chemises sur le dos sur le télétravail ou pas, il y a des compagnies qui donnent ça comme un perk, puis que c'est un avantage compétitif. Ben, épouvantable, le libre marché. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, ce qui me fait. Tu sais, en tout cas, j'en aurais beaucoup à dire là-dessus. Mais ce qui me fait halluciner d'une certaine façon, c'est que le débat est tellement scindé en deux. Tellement, moi, je trouve,
il est trop crisp, il est mal amené, il est pas assez dans la nuance, puis ça génère des discours ou des guerres de clochers qui devraient pas avoir lieu, parce que, il me semble qu'on pourrait justement avoir une discussion posée sur justement ces fameux avantages-là du télétravail, notamment par exemple le terrain de golf qui est rempli le mercredi, puis se poser des vraies questions là-dessus, tu sais, qu'est-ce que ça l'engendre comme conséquence au niveau de la société, ça? Est-ce que, il y a plein de monde qui vont dire que ça a des bons avantages pour la société parce que ça soutient les terrains de golf, ça amène les gens à socialiser, justement, quelque chose. Non, mais tu sais, je veux dire, ça demeure de l'économie, puis bon. Oui, c'est ça. Ça dépend de ta relation avec les terrains de golf. Ouais, c'est ça, mais peu importe, là, tu sais, même les centres d'achat. Tu sais, on dit, ouais, mais là, on veut combattre Amazon, ou tu sais, bon, mais là, en faisant ça, tu viens de rendre l'accès aux centres d'achat locaux plus facile pour certaines personnes. C'est un avantage social quand même, ça. Puis, tu sais, on n'est pas en file à stresser parce que tout le monde doit faire son épicerie le vendredi à 5 heures. Fait que là, on se ramasse à être jamais dans le trafic, jamais dans les files d'attente chez Walmart. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est en train d'aider ça. Puis c'est tout ça qu'on doit mettre de l'avant. Non, attends un petit peu, j'ai pas fini, là. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant au lieu de commencer à se lancer des tomates. Parce que, tu sais, je voyais même des gens qui disaient, tu dis, ah, les gens font l'amour. Tu sais, OK, d'accord. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent, il y en a qui écoutent de la porn là-dessus pendant leurs heures de travail. Et tout comme si ça devenait comme un argument en soi qui venait comme tout arraché parce qu'on a pris un tabou social. Hey, je veux dire qu'ils écoutent de la porn, puis là, paf, on va tout comme un bulldozer qui rentre dans le télétravail puis qui arrache tout ça, alors qu'en fait, je veux dire, c'est juste un phénomène social. Probablement que tu veux pas tout savoir anyway. Puis ça n'a rien à voir avec tous les avantages sociaux, personnels, etc. que procure le télétravail et tous ces désavantages. C'est un petit désavantage moral pour certaines personnes. Mais c'est pas, c'est pas la grue. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, par exemple, sur l'impact aussi social que ça peut avoir. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont, ça leur coûte beaucoup moins cher parce qu'ils vont faire leur lunch. Ils vont, comme tu dis, aller au centre d'achat du coin, à la boulangerie du coin, à la place de se pogner de quoi chez Subway, whatever. Mais il ne faut pas oublier que là, si on est pro-télétravail, on est contre les restaurants du centre-ville. Et ça, c'est mal, Luc. C'est mal. Mais tu sais, c'est ça. Le télétravail a un impact tellement étendu. On parle littéralement d'une révolution du monde du travail. Puis imagine-toi donc que la majorité de nos vies tournent autour du travail, même si les gens affirment que la famille passe en premier. Si c'est le cas, le travail arrive pas mal très, très proche. Okay? Puis, en fait, on a bouleversé ça. Puis là, on se rend compte, en fait, que tout le monde capote un peu parce que ça a des changements tentaculaires partout. Puis là, en fait, on voit qu'il y a plein de groupes d'intérêt qui font ce qu'ils doivent faire. J'inclus là-dedans les syndicats, des regroupements de certains milieux professionnels, etc., qui sont dans des regroupements pour défendre leurs intérêts. Puis tout le monde essaie de tirer sa corde de son bord. Fait que dans le fond, le résultat final de tout ça, c'est où est-ce que la corde va péter. T'sais, au lieu de penser à comment est-ce qu'on pourrait faire un plan de match global, c'est plein de petites décisions puis de grosses décisions qui sont garochées dans le melting pot. Puis ça va donner ce que ça va donner à la fin. Mais il me semble qu'on perd une belle occasion en tant que société de s'asseoir puis de rassembler les vrais experts autour d'une table puis de réfléchir à chacune de ces structures-là. Quel est l'impact du télétravail sur le déplacement? Quel est l'impact du télétravail sur la qualité de vie? Quel est l'impact du télétravail sur les centres-villes, sur les régions, sur les personnes âgées, les minorités visibles, etc.? C'est ça qu'il faut revoir, puis checker tous les avantages et les désavantages potentiels, puis comment est-ce qu'on peut arrimer ça dans un plan? Pas pitcher des cailloux dans la marmite en se demandant comment ça va sortir. Là. Tu m'as donné un super bon segue vers ma prochaine question parce que, tu sais, généralement, les études, souvent, ça prend monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a des gens qui bénéficient plus que d'autres du télétravail. Les gens qui ont des handicaps, qui ont des maladies. Les écœurants qui profitent du système.
des aidants naturels, par exemple. Hey, j'ai vu ça. J'ai dans un endroit, quelqu'un qui m'avait dit, ma femme, elle a un cancer. Ouais. Il dit, je peux-tu travailler de la maison? Puis on me dit, on va comprendre si tu vas aller ailleurs qui font du télétravail. Okay. Les personnes sur le spectre de l'autisme, là, qui ne sont pas nécessairement capables de travailler beaucoup avec plein de gens, ou juste des gens qui sont un peu neurodivergents, comme moi, que je me rends compte que plus que je suis en contact avec du monde, oui, j'aime ça, mais ça me brûle. Comprends-tu? Avant, je faisais du 40 heures là, au bureau, je ne suis plus capable aujourd'hui. Ben, je suis un peu dans cette situation-là, moi aussi. Est-ce que la science les inclut dans ces études-là? Ou est-ce qu'il y a des études qui sont peut-être plus centrées sur ces personnes-là, qui pourraient en profiter davantage? Oui et oui. C'est ce qu'on appelle en fait des sociodémographiques. Ouais. C'est-à-dire que si je prends une population aléatoire, par exemple, je prends 1000 personnes, ben dans ces personnes-là, il va y avoir des femmes, il va y avoir des gens qui viennent d'une autre culture, qui vont avoir un certain revenu, etc. Puis une étude sérieuse va va les taguer, ça va faire des flags dessus pour dire, ben ici, c'est une femme, ici, c'est une personne de plus de 50 ans, ici, bon. Ben. Puis quand on fait des régressions, là, quand on fait des analyses dans des bases de données, par exemple, on veut s'intéresser à l'impact du télétravail en général, ben là, après ça, on peut contrôler pour dire, est-ce que cet impact-là est pareil chez les hommes et chez les femmes? Parce qu'on active le flag qui permet de faire des différences. Donc oui, on s'intéresse à ces personnes-là qui pourraient avoir plus ou moins d'avantages à travailler à distance. Puis, il y a des avantages, évidemment, qui sont importants. Puis, ne serait-ce que chez les femmes, par exemple, on sait encore aujourd'hui dans notre société que les femmes ont tendance à prendre plus de charges familiales que les hommes. Pour différentes raisons. Et puis, ben, en fait, on sait que les femmes, quand on leur retire leur télétravail, plus elles ont avoir tendance à être déçues ou à être frustrées de la situation. Ça ne sert pas leurs intérêts. Puis, certaines personnes vont prendre, certaines femmes vont même prendre une diminution de salaire pour être capables de conserver ou changer d'emploi pour conserver ces avantages-là de la flexibilité. Il y en a qui vont refuser des promotions qui vont les obliger à venir plus souvent en présentiel pour être capable de conserver la flexibilité du télétravail. Donc oui, il y a des impacts. Même chose chez les aidants naturels. Évidemment, si tu as des personnes que t'aident parce qu'ils sont hospitalisés ou peu importe la raison, ben si on te rajoute un 10-12 heures de déplacement pour aller au bureau dans ta semaine, alors que ça te prend déjà beaucoup de temps pour aider la personne qui a besoin d'aide, ben on s'entend qu'il y a combien d'heures dans une semaine? Pas assez. 148? En tout cas, ouais, c'est ça. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que si tu enlèves des heures, ben évidemment, tu n'aides pas la personne à pouvoir aider les autres. Puis chez les minorités visibles, ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est une ou deux études là, de mémoire, mais je trouvais le concept intéressant. Ils disent qu'en fait, le présentiel va désavantager les minorités visibles à cause du biais de proximité. En fait, l'être humain est ainsi fait qu'on va se reconnaître chez d'autres personnes qui ont des mêmes traits ou des caractéristiques similaires aux nôtres. Puis on va accorder davantage de qualité ou de valeur à ces personnes-là. Puis, par exemple... C'est plus l'humain que le télétravail, ça? Ben, tu sais, ouais, puis tu sais, en même temps, je veux dire, c'est logique quand tu y penses, parce que dans l'évolution d'une espèce, là, si on utilise la théorie de Darwin, t'as pas, tu sais, les humains qui ont eu tendance à s'associer à des ours, ils ont peut-être eu moins de chances de se reproduire que d'autres. Fait que, tu sais, c'est ça, on a tendance à s'associer avec des gens qui nous ressemblent pour des raisons évolutives, probablement. Ouais. Puis, ben, ça fait en sorte que quand tu es à distance, si la personne s'appelle Axel, puis que tu ne vois pas, ce que tu évalues principalement, ce sont les résultats d'Axel. Excepté qu'en présentiel, si Axel, il te ressemble pas parce qu'il a 3 bras puis 4 jambes ou peu importe, ben, tu vas juger Axel sur ses résultats, mais aussi sur l'apparence d'Axel. Puis étant donné qu'il ne te ressemble pas, ben, ça se peut que tu aies une perception qui va t'amener à réduire ton appréciation d'Axel. Je comprends que la science explique ça. Le savoir, c'est déjà une bonne partie de résolution du problème. Être au courant de ce biais-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il est difficile à contrôler sur le terrain, là, parce que c'est des perceptions qui sont là avant même qu'on analyse réellement
les résultats d'Axel. Fait que, tu sais, oui, il y a des avantages et des désavantages, il faut en prendre compte. Puis la science s'intéresse beaucoup à ça, notamment pour tout ce qui est accessibilité et équité dans les milieux de travail. OK. J'aimerais ça, avant qu'on puisse commencer à parler de pistes de solutions, dire comment nous, GoPirates et scientifiques, on peut aider les entreprises avec leur télétravail. Hein? Je garde ça pour la fin, évidemment. Ouais. Mais le débat public, là, ouais. Il y a beaucoup d'écart entre ce que la science dit et ce que les dirigeants décident. Ouais. On le dit depuis le début, là, OK? Fait que c'est pas surprenant. On se demande si la science il y a quelqu'un qui lit ça, tu sais. Mais est-ce que. Il y a moi. Il y a toi. Il y a beaucoup de gens qui prennent, qui vont percevoir le télétravail comme un enjeu de contrôle. Ouais. Est-ce que la recherche a effleuré ça? Ben ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça dépend. C'est un sujet qui est compliqué parce que qui va admettre, tu sais, ah ben oui, moi, je veux les contrôler, tu sais, c'est pas. C'est des aveux qui sont difficiles à avoir, là, mettons, là. Je ne peux pas dire que c'est pas là, hein? Non, c'est ça, mais tu sais, il y a des pistes. Tu sais, il y a des études qui pointent dans cette direction-là. Il y a des décideurs qui le disent aussi ouvertement. Ben, mais tu sais, c'est quoi le pourcentage? Je ne l'ai pas tant que ça, mais on sait que ça existe. Ouais. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une étude, c'est toujours préliminaire, mais j'ai trouvé ça fascinant de voir ça. C'est, je me souviens plus de la source. Je peux pas le name dropper, là, mais c'était une bonne source. Puis, tu la trouves, tu me l'enverras, la mettra en je l'aurais là, mais je peux. En tout cas, oui, d'accord, je vais faire ça, là, mais c'est une bonne source. Puis, je me demande si c'est pas Gallup, OK? Mais je peux pas dire que c'est. Je sais pas si c'est ça. C'est 30% des décideurs qui ont admis avoir pris la décision de ramener les gens au bureau pour la simple et unique raison qu'il y en a d'autres qui font ça. Parce qu'ils peuvent. Non, c'est même peut-être, là, mais la raison, c'est qu'ils ont vu que d'autres organisations font ça. Fait qu'ils se sont dit que ça doit être une bonne idée. Fait que, ça te donne un peu l'idée, tantôt on parlait de stratégie derrière tout ça, puis repenser à nos objectifs, puis les avantages que nous offre le mode de travail, du télétravail, puis du présentiel, puis construire un plan réfléchi pour le mettre de l'avant, pour atteindre nos objectifs. On s'entend qu'on est à des années-lumière de ça. Quand tu fais comme, ouais, lui, il l'a fait, ben, je vais le faire moi avec. T'sais. C'est comme les Lemmings dans la Nintendo NES des années 80. Ils se pitchent dans le trou, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un problème, puis j'ai une autre étude qui a été menée par des chercheurs que je connais bien qui s'intéressent au transfert de connaissances scientifiques. Puis, tu sais, ils se sont intéressés à la question à savoir quand est-ce que les décideurs utilisent des études scientifiques dans le cadre de prise de décision. Puis, je pense que c'est pas loin de la majorité qui utilise des études scientifiques, non pas pour s'informer sur un problème, mais pour justifier une décision qui a été prise. La fameuse instrumentalisation dont je te parlais d'avant. C'est-à-dire que dans le fond, probablement, présentement, que la science autour du télétravail, dans la prise de décision globale un peu de ce qui se passe là, du retour au bureau, puis la façon dont les stratégies de gestion en entreprise sont construites et tout, tu sais, je veux dire, ça doit être complètement ridiculement bas. Ouais, ça doit. Et pourtant. Ouais. Et pourtant. Il y a tellement de bonnes pratiques. Puis, tu sais, les pièges sont tellement subtils et vicieux. Je vais t'en donner un piège, j'aime ça. Tu sais, des fois, on parle des fausses bonnes pratiques. Puis, tu sais, tu vas voir ça si tu cherches à limiter les interruptions numériques dans ton travail. Par exemple, les fameux courriels, les notifications, puis les chats qui n'arrêtent pas de rentrer et tout. Puis, tu googles ça, genre comment limiter ça. Tu vas avoir une stratégie de gestion qui va sortir partout. C'est de fermer les notifications. Ouais. Logique, hein? Je ferme mes notifications, je reçois plus de notifications, je suis plus dérangé. Ouais. Sauf que quand on fait des études en laboratoire avec cette stratégie-là, on se rend compte que c'est pas toujours le cas, puis que ça peut amener des résultats qui sont désastreux pour la personne, en fait. Parce que quand on ferme ces notifications, la personne n'est plus au courant s'il y a des nouveaux messages qui viennent de rentrer. Puis si la structure du travail dans lequel elle évolue fait en sorte que cette personne-là peut être punie si elle ne répond pas assez rapidement à des messages urgents qui viennent d'entrer, ben en fait, on vient d'y enlever la capacité de savoir quand est-ce que ces messages-là viennent d'entrer. Fait que la personne a angoisse.
Puis il dit, hein, est-ce que je suis en train de manquer un message important? Puis on se rend compte, en fait, que non seulement elle angoisse, mais elle consulte encore davantage ses outils de communication quand les notifications sont en sourdine, parce qu'elle a peur de manquer un message important. Fear of missing out. Fear of missing out. Donc, son nombre d'interruptions à l'heure augmente au lieu de diminuer. Donc, on vient de jeter de l'huile sur le feu, puis on n'a pas réglé le problème, on vient d'en ajouter un autre. Non seulement on a aggravé le problème, mais en plus, on vient de faire en sorte que la personne stresse, puis que son niveau d'angoisse augmente. Ça, c'est si une personne le fait. Ce serait différent si toute l'entreprise le fait. Ben, en partie, oui, ça dépend. Encore là, il y a des. Encore là, il faut bien réfléchir à cette stratégie-là qui serait d'une façon one size fits all. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on va, en faisant ça, si c'est pas adapté à leur réalité. Par exemple, si tu as quelqu'un qui travaille sur l'expérience client, par exemple, puis tu lui dis, là, tu fermes tes boîtes de courriel, mais c'est des gros clients, puis la personne peut être blâmée si elle répond pas assez rapidement à un gros client qui, lui, ne respecte pas cette règle-là de ne pas envoyer des messages entre midi puis 2 heures d'après-midi. Ben, cette personne-là, ça vient de la faire suer solide. Si tu viens de pogner sa boîte de courriel puis tu fais pouf, shutdown pendant 2 heures. Yeah. Il y a d'autres pièges, là. Parce qu'il y a beaucoup. Je ne sais pas comment le situer, là. C'est comme. On prend pour acquis que notre expérience, souvent, c'est celle qui est la vraie, tu sais. Donc, j'ai entendu des. En fait, j'en ai lu beaucoup sur LinkedIn dans les dernières années. Tu sais, le télétravail, c'est pas pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui haïssent ça. Il y a des gens qui. Ça me prendrait mon bureau, mais j'ai un petit condo, je suis sur la table de cuisine, j'aime pas ça, j'aime mieux aller au bureau. C'est proche, c'est pas loin, j'aime ça. Puis, tu sais. C'est tout à fait légitime, d'ailleurs, là, on va se le dire. Oui, c'est pas fait pour tout le monde. Fait qu'on devrait ramener tout le monde au bureau. Non, mais est-ce que être au bureau, c'est fait pour tout le monde? Tu comprends? Ça, c'est quoi? Je le sais pas. J'ai pas. Puis, tu sais, c'est ça aussi l'avantage. Puis, tu sais, ça, je veux mettre l'accent là-dessus. Il n'y a aucun problème à dire qu'on ne sait pas quelque chose. Ben oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui. Ah, j'ai rien à dire, mais tu sais, il faut que je me prononce. À un moment donné, si tu n'as pas le data, dis-le que c'est une hypothèse. Tu sais, ça, c'est. Bon. Puis ça, c'est une hypothèse de ma part, mais tu sais, j'ai déjà lu un peu sur le sujet, mais rapidement, j'ai pas creusé la question, mais il y a des traits de personnalité qui semblent être plus adaptés, mettons, ou que leurs besoins seraient mieux répondus en présentiel. D'autres personnes, auraient des bénéfices à distance. Est-ce qu'on pourrait vivre 100% de notre temps à distance? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent très bien à distance. Il y a des entreprises qui sont 100% à distance, dont les gens n'ont jamais croisé leurs collègues, qui ont un taux d'engagement qui ferait rêver n'importe qui, une productivité dans le piton. Puis quand les gens quittent ou quand il y a un décès, par exemple, même si les gens ne se sont jamais vus, jamais côtoyés, il y a pas une funéraille, mais il y a un deuil qui se passe dans l'équipe. Les gens sont très attachés entre eux. Puis tu sais, c'est pas surprenant quand tu t'intéresses à ça parce que même dans les jeux vidéo, les communautés en ligne où les gens vont gamer sur une plateforme pendant un certain temps, on peut avoir un développement d'un sentiment d'engagement virtuel avec des avatars excessivement fort. Puis donc on est capable de recréer ça. Est-ce qu'on est capable de vivre 100% comme ça en virtuel? Est-ce que l'humain est fait biologiquement? J'en ai aucune idée. C'est pas la question, hein? Est-ce que ça devrait être 100%? Non, c'est ça. La question, mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est une question de base à partir de là. Puis tu sais, ce qui est intéressant. Ça reste dans la tête du monde. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude toute fraîche qui vient de sortir. Je l'ai lu rapidement. Je ne l'ai pas analysé, mais j'ai trouvé les résultats super intéressants. Ils ont évalué le taux de loneliness, de sentiment d'isolement. Depuis 2019 jusqu'à 2023, depuis 2020, depuis le début de la pandémie jusqu'à 2023-2024. Puis ils se sont rendus compte, en fait, que en télétravail, le taux global de sentiment d'isolement semble diminuer. Est-ce que c'est à cause que le mode hybride est arrivé? Est-ce que c'est parce que les gens se sont habitués à cette nouvelle réalité-là? Puis bon, ça fait partie de ma réalité maintenant d'être un peu moins être en présentiel. Est-ce que le cerveau s'habitue à ça? On ne sait pas. Puis ça va prendre un peu de temps avant qu'on puisse le savoir parce qu'il est arrivé 2 événements majeurs en même temps, la pandémie et le télétravail. Puis avec la pandémie, je parle aussi de toutes les mesures d'isolement, là, je veux dire les couvre-feux, puis écoute, c'était intense. Fait qu'on a eu
Tu sais, on a eu 2 gros événements majeurs qui sont arrivés en même temps. Maintenant, ce que la science essaie de faire tranquillement, c'est de les désenchevêtrer pour être capable de savoir c'est quoi qui cause quoi là-dedans. Mais ça va nous prendre du temps puis des études pour faire ça. OK, comprends. Là, il y a pas mal d'entreprises, d'organisations privées, publiques, économie sociale, qui se battent avec le télétravail, savent tout donner de la tête. Ouais. Est-ce que je donne plein feu à mes employés, faites ce que vous voulez, puis que je sens que j'ai une perte de contrôle? Est-ce que j'impose quelque chose, mais je sens que j'ai un désengagement? Qu'est-ce que Scientifix peut faire pour aider ce monde-là? Ben, écoute, premièrement, la rencontre exploratoire est gratuite, là. Tu peux les faire gratuitement, toi. Ah oui, j'en ai plusieurs. Mais tu sais, la rencontre exploratoire est gratuite. Tu sais, je peux pas donner une stratégie directe là. Je peux pas vous dire quoi faire. Tout dépend du contexte, puis comment est-ce que vous gérez ça, puis de votre réalité, puis c'est quoi votre mission, puis qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si j'avais quelque chose à faire là, que je pourrais donner over the hat, là, définissez vos besoins. Premièrement, mettez-les sur un papier. Là. Nous, on fait ça. Notre mission, c'est de faire ça, puis on offre tel type de produit, tel type de service. Ce produit-là, le produit 1, il est réalisé comment? Comment est-ce qu'on le produit, le produit? Ben, on fait des rencontres, il y a des analyses qui sont faites par telle personne. Est-ce que ces analyses-là sont faites de façon plus individuelle? Il faut avoir une idée des processus dans l'organisation, puis de voir comment ils sont réalisés. Puis plus que ça prend de la collaboration, des échanges, du brainstorm, des rencontres en personne, ben le présentiel est un atout pour vous. Plus ça prend des analyses personnelles, hautement concentrées, ben là, le télétravail peut offrir un avantage. Fait qu'il faut au moins décliner un peu comment on fonctionne. Puis après ça, ça va nous aider de voir où est-ce que le télétravail puis le présentiel peut nous aider. Puis après ça, allez-y par problématique. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, le télétravail, c'est fou dans la tête, je ne fais plus jamais ça, je suis tout le temps dérangé par des notifications, des appels Zoom, plus capable de me concentrer, j'aime mieux aller au bureau. » Ben ça, c'est un sujet qui n'est pas typique au télétravail, parce que même au bureau, là, je veux dire, c'est pas parce que vous allez au bureau que les notifications vont arrêter puis les rencontres vont arrêter, là. Tu sais, c'est la façon, c'est pas à cause du mode de travail, c'est à cause de la culture de l'organisation, c'est la façon dont on communique qui a un impact. Il y a des gens qui vont au bureau puis sont dérangés par 25 000 courriels, puis ils décrochent pas plus le soir, j'entends ça des fois, on va au bureau, ça me permet de décrocher le soir automatiquement. Peut-être pour toi, tant mieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis il y a bien des gens qui prennent leur courriel le soir et la fin de semaine, même s'ils travaillent au bureau. Fait que définissez vos problématiques, puis après ça, on va les scinder. Si vous les appelez Scientifix, ben on peut vous offrir des formations, des conférences, du service conseil, des groupes de discussion pour attaquer chacune des problématiques. Par exemple, la gestion des interruptions. Comment on peut s'attaquer à cette problématique-là? J'ai des gestionnaires qui ont tendance à faire de la micro-gestion. Okay? Comment on peut s'attaquer à ça? Donc, il faut le décortiquer. Parce qu'on s'attaque à une bébite immense. T'sais, le télétravail, c'est pas juste un petit truc dans l'organisation, c'est ce qui structure le travail. Bon. Tu as une communauté gratuite? Oui, tout à fait. J'ai lancé ça hier, imagine-toi donc. C'est encore en dessous de la table dans le black market. Ça s'appelle Un chercheur dans la boîte. Okay. L'objectif dans cette... regarde, breaking news. L'idée là-dedans, c'était que je me disais, tu sais, je lis plein d'études. Puis des fois, il y a plein d'informations qui ne sortent pas parce que ça ne me sort pas pour mes conférences. Puis je voulais faire un environnement où tu aurais une machine à café. Mettons, qu'est-ce qui se passait dans une entreprise si tu avais un chercheur dans ton entreprise, un chercheur dans ta boîte? Ben, tu le croiserais à la machine à café, puis le chercheur te dirait « Hey, by the way, j'ai un truc super intéressant que tu n'aurais jamais entendu parler si j'avais pas lu plein d'études. Paf, voici. » Savais-tu que quand on ferme les notifications, ça aide pas à gérer les interruptions? Bang! L'information est là. Fait que là, tu as une fausse bonne pratique qui est debunk par un chercheur dans ta boîte. Ben, c'est exactement ce que je veux recréer avec ça. Fait que dans le fond, les gens de la communauté vont avoir accès à des webinaires. Ils vont avoir accès à des promotions. Par exemple, si j'offre un pourcentage de rabais sur un groupe de co-développement, ils vont l'avoir. Ils vont avoir des capsules vidéo sur ces fameuses fausses bonnes pratiques-là, des résumés de lecture, des choses que je trouvais intéressantes à transmettre aux gens. Puis des fois, je peux pas toujours faire par LinkedIn ou par d'autres façons de faire. Ben, ça va être dans la boîte. Parfait. Fait qu'on peut aller voir quoi, ça va être sur ton profil LinkedIn pour pouvoir rejoindre cette communauté. Ouais, je vais le lancer la semaine prochaine, mais c'est déjà actif sur scientifix.com. Écoute, au moment où les gens écoutent ça, ça veut dire que c'est déjà lancé.
Ouais, c'est déjà lancé, exact. Dépêchez-vous parce qu'il va y avoir des perks pour les premiers. Voilà. Et je ne sais pas si toi, tu as eu la nouvelle, Luc, mais GoPirate est reparti à mer. Ben, j'ai vu ça la semaine passée dans un de tes posts LinkedIn. On se garde au courant. Ben oui, écoutez, ça fait un petit moment là, que je reconsidérais reprendre la mer, continuer, reprendre dans le fond l'aide, l'accompagnement d'organismes à but non lucratif, des coopératives, aussi des PME, ceux pour qui l'engagement, c'est pas une question de profit, c'est une question de survie. On veut vous aider. Puis dans l'engagement, on parle de l'engagement de vos équipes, n'est-ce pas? On croit foncièrement chez GoPirate qu'une équipe qui est autonome, qui est capable de prendre ses décisions basées sur l'objectif de l'entreprise, est une équipe qui fait le travail avec le sourire. Tu seras d'accord, je ne sais pas ce que les recherches disent, le travail fait avec le sourire, souvent, il est mieux fait. Donc, et puis, dans ce qu'on offre, on est en train de préparer nos offres là, en ce moment, mais il va y avoir aussi le télétravail efficace. Comment avoir les avantages et moins d'inconvénients du télétravail. Ça demande une équipe qui est grosso modo autonome, mais en gros, une équipe qui est capable de démontrer la valeur qu'elle livre en continu. C'est plus un problème où est-ce qu'elle a été faite, la valeur. Et c'est ça qu'on va apporter. Okay? Une équipe qui est capable de faire elle-même ses propres expériences et de gérer son cadre de travail. Qu'est-ce qui doit arriver en télétravail? Qu'est-ce qui ne doit pas arriver en télétravail? Comment est-ce qu'on le mesure? Et comment est-ce qu'on broadcast ces mesures-là pour que la direction soit contente en tout temps et que l'équipe soit assez mature pour faire « on est moins productif d'avant. Qu'est-ce qu'on change dans notre télétravail? » Et tabarnouche, ça change la game. L'idée, c'est qu'il n'y a plus des gens pour, des gens contre. C'est des gens qui sont pour la livraison de valeur, puis une équipe autonome. Télétravail devient un tremplin au lieu d'un boulet. C'est pas pire, ça? C'est tout à fait ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Puis, tu sais, je m'étais intéressé à l'engagement du personnel en télétravail pour une raison très simple. C'est que si tes équipes ne sont pas engagées, tu passes bien trop d'énergie à vouloir essayer de contrôler des gens qui n'ont pas l'intention de travailler pour toi ou le moins possible, finalement. Fait que, tu sais, les efforts sont mal investis. Fait que tu investis le peu d'efforts que tu peux investir pour contrôler des gens au lieu de pouvoir investir ces efforts-là pour t'assurer que les gens sont encore mieux avec ton organisation, qu'il y ait plus de perks puis qu'il y ait encore plus de goût de rester là. Fait que, tu sais, c'est le chemin inverse. Je vais terminer en donnant ma fameuse métaphore du jardin. Tu n'as pas beaucoup de résultats en essayant de tirer sur des plantes qui poussent plus vite. Fait que forcer le monde à être engagé, on vous souhaite bonne chance. Si vous avez besoin d'aide, venez nous voir. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, mon cher Luc. Ça a été une belle expérience, très, très fluide, parce que toi et moi, on est habitués de se lancer des cracks, fait qu'on a pu en faire profiter notre public. Si jamais on veut te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Scientifix.com, vous avez le formulaire pour me contacter. Puis, aussi? Ouais, c'est comme GoPirate avec un Y. Ah ouais, on regarde les directs à la poitrine. Scientifix.com. Puis sinon, il y a LinkedIn là, dans lequel je suis assez actif aussi. Puis normalement, je réponds assez rapidement. Là. À un moment donné, Luc, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. Ça serait le fun d'aider du monde. Pas de faire de quoi, là? Moi, je suis dans une lubie, là. C'est quoi? T'es dans une lubie, quoi? Je sais pas, on vient de faire de quoi ensemble, là, quand même? Oui, je sais. Non, mais je veux dire, tu sais, on devrait développer un projet, quelque chose. Je sais pas quoi. J'ouvre des portes, je plante des graines. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Une année, on va avoir l'opportunité. Tout à fait. Merci, mon cher. Peut-être qu'on pourra remettre ça sur d'autres sujets si à un moment donné, il y a quelque chose. Hey, Fortier, veux-tu parler de ça? Toujours ouvert. All in. Puis, all in, ça marche. Donc, écoutez, chers pirates, enjoyez votre télétravail si vous en avez. Il y a toujours moyen de partager ce généreux épisode gratuit à certains preneurs de décision. Who knows? Peut-être qu'ils vont être capables de faire fi de leurs billets, leurs nombreux billets de validation et se remettre en question. S'il y a quelque chose qui est sain, on pense. Puis si jamais ils ont besoin d'aide, il y a en masse de ressources. Là. Puis juste pour conclure là-dessus, des fois, là, c'est pas une question de mauvaise volonté. Quand on se met dans les pieds des décideurs, ils ont tellement de choses à gérer
que des fois, ben écoute, on n'a pas le choix de tourner les coins ronds pour que la business fonctionne. Ben, il y en a qui c'est de la mauvaise volonté, mais il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, excepté que l'information, ils l'ont pas, puis ils sont pognés dans le capharnaüm de discours, comme on disait tantôt, puis ils savent plus qui croire à travers tout ça. Exact. Je pense que la plupart des entrepreneurs veulent la paix d'esprit, puis c'est très difficile à acquérir. Donc, voilà. Et bonne chance avec tout ça, tout le monde. J'espère que la majorité d'entre vous vont être contents du deal que vous avez tiré pour le télétravail, si vous y avez le droit, hein, de par votre profession. Sinon, venez nous dire, venez vous raconter en commentaire dans LinkedIn, dans YouTube, comment vous vivez ça, vous autres. Est-ce que vous êtes satisfait de votre politique de télétravail au bureau? Est-ce que, si vous êtes un entrepreneur, qu'est-ce qu'ils en pensent, votre monde? Est-ce qu'ils sont engagés? On va tout savoir ça. Et sinon, mon cher, peut-être qu'on se reverra dans un épisode futur que j'ai déjà hâte. C'était le fun. Merci, mon cher. Avec plaisir. Les pirates, on se voit au prochain épisode. Bye bye. À bientôt.